Bonjour à tous et à toutes, samedi 5 avril 2025. Je précise l'année parce que cette saga, j'ai commencé à en parler depuis, je sais pas, 2020, un truc comme ça. Bon, alors, je reviens, bon, chaque fois je dis c'est la dernière fois, puis bon, puis c'est pas la dernière fois. Je reviens, je vais expliquer pourquoi je reviens sur cette saga de l'affaire Grégory. Beaucoup de gens, évidemment, binaires et simplistes disent ouais mais bon, des enfants qui meurent partout, pourquoi s'acharner sur cette histoire d'enfants morts en France dans les années 80. Oui, alors, bon, ça, évidemment, c'est la première réaction quand on ne connaît pas l'affaire. Moi, en fait, si je me suis attardé sur cette affaire, c'est parce que selon moi, et moi qui m'intéresse beaucoup aux faits divers, etc., c'est une, à ma connaissance, hein, c'est un fait divers unique au monde. Unique au monde sur plein d'aspects. Sur l'aspect corbeau, sur l'aspect ficelle, sur l'aspect rebondissement, sur plein de choses en fait. C'est quelque chose. Aucune autre affaire n'arrive à la cheville de cette affaire-ci en fait. Ni les affaires de Ligonès, ni ceci, ni McCain, ni la petite Bennett en Amérique. Enfin, il n'y a pas photo en fait. Et c'est pour ça que j'y reviens régulièrement parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de paramètres, etc. que c'est euh, c'est un puits sans fond en fait. C'est pour ça. Euh, Aujourd'hui, bon, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Je renvoie aux anciens audios de la playlist. Chaque fois, je remets le lien dans les commentaires. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ben vous suivez la série. Bon, après, évidemment, ça évolue avec le temps. Hein. Donc, ce que j'ai dit dans les premières vidéos, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis plus d'accord parce que depuis lors, j'ai peaufiné ma connaissance de l'affaire. J'ai lu, j'ai parlé, j'ai échangé. Donc, bon, c'est pas spécialement intéressant d'écouter toutes les anciennes vidéos sur le sujet. Mais elles sont là, disons. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais expliquer pour quelles raisons, régulièrement dans cette fameuse saga d'audio, je, je m'attarde beaucoup sur la mer, en fait. Les gens y croient, de nouveau, les gens simplistes, mais c'est la majorité des gens. Hein. Les gens y croient, ouais, misogyne, ouais, la pauvre, comment tu oses, la mer éplorée, etc., etc. Bon, moi, ça me fait un peu sourire quand je lis tout ça parce que manifestement, c'est des gens qui connaissent pas la vie en fait, qui connaissent pas la nature humaine, qui connaissent pas les prisons de femmes, qui connaissent pas le nombre de femmes qui sont en psychiatrie, le nombre de femmes qui sont dans le cannabis, dans les médicaments, dans les antidépresseurs. Les gens croient comme ça que la femme, c'est toujours quelqu'un de très équilibré, de très maternel, de très aimante. C'est stupide, mais bon, c'est malheureusement, comme je le dis souvent dans mes autres audios sur d'autres sujets, nous sommes condamnés à vivre au milieu de gens stupides. C'est une torture au quotidien, mais c'est comme ça. Donc j'ai l'habitude, en fait, hein, de tous ces commentaires que je lis ici et ailleurs, hein, sur des groupes Facebook. C'est la mer sacrée, en fait, tu vois. Alors qu'il y a tellement de choses à dire sur elle, tellement de paradoxes, tellement d'équivoques. Et tout ça, on balaye d'un revers de la main. Donc c'est vrai que ça m'insupporte. Et comme ça m'insupporte, ben, je m'attarde beaucoup sur le sujet. Je ne m'attarde pas sur le sujet pour dire c'est elle qui l'a tué. Parce que ça, je n'en sais rien. Si on le savait, ce serait facile. Moi, je veux plutôt expliquer le contexte très particulier qui fait que ça pourrait être elle, tout simplement. Mais que ça soit elle vraiment, ben, il faut venir avec des preuves pour ça. Catégoriques. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ce n'est que euh, une description de, comment je vais dire, de l'environnement social de l'époque pour peut-être essayer de comprendre. Et je vous avoue, de nouveau ça va choquer certains, je vous avoue que j'ai une, comment là, j'ai une estime et un respect tout particulier pour l'écrivaine française Marguerite Duras, qui a été traînée dans la boue,
Parce que j'ai l'intime conviction, personnellement en fait, que cette femme un peu artiste, un peu littéraire, etc., contrairement aux scientifiques, aux policiers, elle a flairé la vérité. C'est mon avis en fait. D'ailleurs, je suis tombé sur une interview de Marguerite Duras sur l'affaire, très intéressante que je ne connaissais pas. Récemment, je l'ai entendue, où elle dit, et ça m'a renforcé dans ma thèse qu'elle était vraiment sincère, elle dit quand j'étais à l'Épange, j'ai eu une tendresse, un petit côté féministe pour Christine, puisque j'ai dit sublime, forcément sublime. J'ai vu une démarche de libération de la femme, du joug des hommes et de leur statut de maman. Elle dit, mais une fois que j'ai vu Christine sur la couverture de Paris Match, avec son enfant, le suivant, quoi, là, je me suis dit, je ne sais pas vraiment à qui j'ai affaire. Je crois que je me suis trompé. J'ai été berné. Elle a à peu près dit ça, d'accord? Je ne sais plus où je l'ai vu. Faudrait. Je pense que c'est sur la chaîne un cold case sans fin, dans les flashbacks. La vidéo qui s'appelle Flashback, mais je suis pas sûr. J'ai vu ça récemment. Bon, bref. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Désolé, hein, j'ai déjà pris 6 minutes pour l'introduction. Je prendrai le temps qu'il faut. Bon, ceux qui auront la patience écouteront jusqu'au bout. Ceux qui n'ont pas la patience, ils zapperont, c'est pas grave. Je le fais surtout pour moi, en fait, pour essayer de rassembler mes dernières pensées sur tout ça. Les synthétiser, on va dire. Donc j'ai vu, revu, réanalysé toute l'affaire, qu'on connaît tous par cœur. Et je me suis dit, comme je me dis souvent, en fait, on ne peut pas trouver la vérité ou s'approcher de la vérité si on n'élimine pas tout ce qui est douteux. Parce que dans cette affaire, il y a plein de choses qui sont floues, douteuses, pas fiables, et on les prend comme ça en considération. Et c'est du parasitage, en fait. C'est un parasitage. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans une affaire policière, celle-ci ou une autre, en fait, il y a les choses certaines, sûres, et il y a les choses du domaine du peut-être. Dans cette affaire, il y a plein de peut-être. Plein de peut-être. Exemple, l'appel chez Michel à 17h32. Peut-être. Vous voyez, c'est pas fiable. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. D'accord? Les choses vraies, les choses sûres. L'enfant a été mis à l'eau du côté de Docelles avant 17h30. Puisque Madame Guyot va voir la masse bleue entre 17h30 et 35-40 maximum. Donc il a été mis à l'eau avant 30. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est pas l'ombre d'un doute. Donc, c'est très important de faire le tri. Parce que si on mélange tout, évidemment, il y a des paradoxes. Il y a des trucs qui s'emboîtent pas. Il y a des trucs qui sont pas logiques. Et alors, à la fin, on est découragé, en fait. Ouais, je sais plus. Alors, on botte en touche. Moi, je vois beaucoup de gens, de grands spécialistes de l'affaire. Ils ont fait le tour. Et puis, ils disent, ouais, mais bon, finalement, c'est la piste La Roche. C'est le plus simple. Voilà. Alors, c'est de la paresse intellectuelle, en fait. Hein. C'est de la paresse intellectuelle. Bon. Alors, moi, maintenant, je voudrais vous amener avec moi dans le contexte sociologique de cette affaire, de l'époque. C'est très important. Si vous observez bien les images, notamment de l'enterrement, et d'autres images, hein, vous vous rendrez compte assez vite que la famille de Christine est une famille qui est quand même plus raffinée et plus évoluée, entre guillemets, que les gens du coin, là. On voit les traits du visage de sa sœur, les expressions de son frère. On voit des gens plus... Ça se voit, en fait. Ça se voit que ce sont des gens d'une autre catégorie. Pourquoi? J'en sais rien. C'est pas le sujet. Et donc, moi, j'essaye de me mettre à la place. C'est très important dans la vie de se mettre à la place des gens. J'essaye de me mettre à la place de Christine Blaise. Puisqu'elle ne s'appelle pas Christine Villemain,
s'appelle Christine Blaise, de son nom de jeune fille. Voilà une jeune fille qui se retrouve mariée à un homme très ambitieux, qui veut gravir les échelons sociaux très vite, qui est fier de sa réussite, qui achète un pavillon à crédit, qui le rénove, qui l'agrandit, qui construit un garage, etc., etc. Le divan en cuir, truc. Et donc, évidemment, quand on est ambitieux, il faut que l'argent rentre. Et l'argent rentre, ça signifie que monsieur travaille, madame travaille, et on paye les crédits, etc., etc. Bon. J'étais très interpellé par une réponse de Christine dans l'interview de l'émission La Marche du siècle, Cavada, où il dit: c'était quoi vos rêves? Alors il y a le mari, Jean-Marie. Ah, ben on voulait le confort, on voulait la sécurité, on voulait avoir une vie confortable, gravir les échelons, mettre notre fils. Vous voyez, on sent l'homme ambitieux, quoi, qui voulait sortir de sa condition à tout prix et se battre pour ça. Puis Cavada, il dit à Christine: et vous? Elle dit: oui, c'est vrai, mais moi, en fait, je voulais être une femme au foyer, avoir un deuxième enfant et rester chez moi. Et là, ça a été le début du tilt dans ma tête, en fait, quand j'ai entendu ça. Je l'avais déjà entendu, mais je n'avais pas relevé. Et j'ai compris qu'en fait, après, il y a eu plein d'événements, donc les gens échangent. Mais j'ai compris que Christine, jeune, c'était en fait une femme qui avait beaucoup de mal avec la famille de Jean-Marie, qui était d'une catégorie sociale plus basse, avec beaucoup de gens limite handicapés mentaux, hein, Monique Villemain, Michel Villemain, la Louisette et compagnie, bon, des gens quand même, voilà, assez... les gens du coin, c'est pas fut-fut, quoi. Hein. Et Liliane et Geneviève, et la femme de Jackie, la femme de Michel, bon, c'est pas de la haute volée, quoi. Bon. Et donc, elle devait se farcir toute cette famille, aller tous les dimanches manger, les côtoyer. Bon, d'ailleurs, ils ont acheté leur pavillon à l'écart. Parce que, bon, pour pas être trop au milieu de ces gens-là. Mais voilà, Jean-Marie était quand même attaché à sa famille. Tous les dimanches, il fallait aller au dîner de famille, etc., etc. Bon. Plus, il était ambitieux. Donc, il fallait travailler et se taper les collègues de travail. On sait que Christine ne s'entendait pas avec les collègues de travail, les fameux filles de la poste. Ok, bon, on reviendra là-dessus. Et en fait, Christine est jeune, pas oublier, elle est jeune. C'est une jeune fille, à peine sortie de l'adolescence. Et mon avis, c'est qu'en fait, tout ça mélangé, la famille de Jean-Marie, les collègues de travail, l'ambition de Jean-Marie, les dettes, l'enfant. Bon, l'enfant, ça veut dire le temps que ça prend, les contraintes, son petit caractère, etc., etc. Tout ça mélangé, ça peut mener des gens à une espèce de burn-out. C'est-à-dire, en fait, je me sens prisonnière de mon destin, tout ça ne me convient pas, je ne m'épanouis pas, je vais mal, quoi. Et ça m'amène à la suite. J'ai beaucoup réfléchi à toutes ces histoires de corbeaux, de lettres, etc. Et je me suis dit, mais tiens, finalement, cette fameuse lettre que Christine trouve dans les volets de leur maison, famille Villemain, vous allez mourir, je sais plus quoi, enfin des menaces, quoi, en gros, je sais plus les tenants. Bon, et tout le reste qu'on connaît, les appels téléphoniques, le bâtard, Albert, Monique, bon. Parce que ça aussi, pas grand monde à relever. Je suis étonné. Hein. On dit, le corbeau, ça peut être Jacqueline et son mari. Je ne sais plus comment il s'appelle. Marcel, Jacob. Mais ça tient pas, en fait. Pourquoi? Parce que Marcel Jacob ne va jamais insulter sa sœur, Monique Jacob, qui est la femme d'Albert Villemain. Donc Monique Villemain, mais de nom de jeune fille, Monique Jacob. Il va jamais commencer à téléphoner, à l'insulter. T'es une putain, le Thibaut, truc. C'est sa sœur. Il en veut plutôt à Albert. Tu vas te pendre et tout ça. Ça colle mieux.
Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plein d'appels diffamants pour Monique, la traitant de prostituée, de fille facile, qui fait des bâtards à gauche, à droite, etc. Donc ça ne tient pas à la piste Jacob. Jacob ne va jamais attaquer sa sœur. Je suis étonné que personne n'en a parlé, je n'ai pas beaucoup entendu ça. À moi que je me trompe, hein, mais j'écoutais un peu à gauche, à droite. Au contraire, tout le monde embraye. Ouais, peut-être c'est la Jacqueline avec Marcel, il y avait des jumelles, ils pouvaient surveiller, machin, bon. Donc moi, je crois plutôt que... Je crois plutôt que ça peut être une technique très intelligente qui aurait comme objectif, dans le cas de Christine, d'amener le mari à être dégoûté de l'ambiance dans laquelle il vit. C'est-à-dire quelqu'un qui monte les uns contre les autres. Et Jackie, il n'a pas à être le seul bâtard, et l'autre, il y a un autre bâtard. Et Albert, on fera la peau, Jean-Marie, le chef, bon. C'est-à-dire créer une ambiance de zizanie, dans laquelle l'ambiance devient détestable, tout le monde se méfie de tout le monde. Ce qui donne, bon, parachevé, je m'excuse de le dire, mais c'est très facile pour quelqu'un d'écrire une lettre en italique, la mettre dans son volet et dire « le corbeau a mis une lettre dans mon volet ». Bon, moi ça me semble, toutes ces histoires qui ont eu lieu au pavillon, c'est-à-dire la lettre dans le volet, la vitre cassée avec quelqu'un qui s'est enfui dans la nuit, tout ça pour moi, depuis longtemps en fait, je pense que c'est des histoires que Christine raconte, parce que comme je l'ai déjà dit, tout le monde un peu lucide, au minima, c'est que Christine ment beaucoup. Christine ment énormément. J'ai pas dit parce qu'on ment qu'on est une criminelle, mais elle ment beaucoup. Exemple, ce qu'elle a raconté aux journalistes quand Bernard Laroche a été tué par son mari. Oui, il l'a provoqué, il s'est moqué de lui, il lui a dit on a payé les graphologues. Tout ça n'a aucun sens. Ça, c'est un mensonge grossier, en fait. Et je ne sais pas comment les gens peuvent croire à ça. C'est tellement délirant. Un homme qui est avec sa femme et son fils Sébastien, qui a un fusil à pompe pointé sur lui, qui va commencer à se moquer du gars et lui dire on a payé les graphologues. Enfin, c'est d'un ridicule à pleurer, en fait. Je crois sur ce coup-là, je n'ai pas dit tout le temps, mais sur ce coup-là, je pense que Marie-Ange dit la vraie version. Bernard a dit, cette arme, viens, on va discuter. Quand l'autre lui a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu as à me dire sur Michel? Viens, dépose ton fusil, on va discuter en haut. Fais pas le con, ça me semble logique. Tu as une arme pointée sur toi, c'est le genre de truc que tu dis. Tu vas pas commencer à te moquer du gars et dire, j'ai payé les graphologues, je sais pas quoi. Enfin, ça c'est la version de Christine qui est un mensonge éhonté. J'ai dit éhonté parce qu'il y a eu un mort. C'est pas... Et il faudrait quand même au moins respecter le mort en ne mentant pas sur ses paroles. Donc ça, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute que c'était un mensonge grossier. Donc, ça, je ne crains pas de le dire. J'ai toujours été convaincu depuis le début dans cette affaire que Christine ment beaucoup. Mais je répète, mentir ne veut pas dire coupable. Ça veut dire qu'on est menteuse, voilà. Et je pense qu'au rayon des mensonges, on peut rajouter plein de choses. La lettre dans le volet, la vitre cassée avec la main qu'on voit et qui s'enfuit dans la nuit. Enfin, c'est grotesque. C'est grotesque. Il faut être stupide pour croire à ça. Donc, revenons à nos moutons. J'imagine une Christine dans un espèce de burn-out. D'ailleurs, elle dit à la nounou, à un moment donné, je ne sais plus quand, « Tu ne sais pas ce que j'endure depuis 5 ans. » C'est-à-dire que c'est une fille qui souffre. C'est une fille en souffrance. Souffrance de vivre à l'éponge, souffrance d'être dans une classe sociale plus basse que la sienne, souffrance de devoir aller travailler avec des collègues, elle n'est pas à l'aise, elle doit courir après, prendre son enfant chez la nourrice, repasser, etc. etc. Souffrance d'avoir des dettes, souffrance d'avoir un mari ambitieux. C'est une femme qui souffre. Voilà. Et pour qui a un peu d'expérience de vie, je vais vers ma 52e année, on sait, en tout cas je sais, qu'une femme qui souffre est capable de beaucoup de choses. Une femme qui souffre, c'est une femme dangereuse. Dangereuse, parfois de choses pas graves de conséquences. C'est une femme qui peut mentir, c'est une femme qui peut manipuler, c'est une femme qui peut voler, c'est une femme qui peut se retrouver à prendre des médicaments,
Une femme qui souffre, ça a des conséquences. Euh, c'est comme ça. Parce que elle souffre, elle ressasse, elle vit des émotions, elle a des idées noires, elle est submergée par l'une ou l'autre humiliation, ressentiment, etc. Et il est clair en fait que, bon, je ne connais pas tous les appels du corbeau. Je sais qu'on a dit que pendant les hautes activités du corbeau, les factures chez les Villemains montaient. Bon, moi je pense que dans cette affaire, le téléphone est arrivé dans la région. Tout le monde a fait un petit peu le corbeau. On ne sait pas quel est le vrai corbeau qui est responsable du meurtre de l'enfant. Je pense qu'il y a un jeu qui s'est installé, on se jetait des pics, on changeait sa voix. Il faut savoir qu'avec les téléphones de l'époque, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, quand tu mettais un tissu au-dessus de l'endroit où on parle, ça absorbait totalement le timbre de voix en fait. Ça changeait la voix. Donc on ne sait même pas finalement, vieux, jeune, femme, homme, c'est assez confus. D'où le fait que malgré tous les extraits audio du corbeau, on n'est jamais venu avec, malgré tous les ingénieurs du son qui ont analysé et tout, on ne sait pas vraiment qui c'est en fait. Ça peut être Marie-Ange, ça peut être Christine, ça peut être Marcel, Jacqueline, enfin tout ce qu'on veut quoi. Moi je pense que ils se sont retrouvés comme ça à 3-4 à jouer à ça. Je pense que beaucoup d'épouses ont joué à ça. Marie-Ange, Christine, Liliane, chacun avec ses raisons pour se venger de telle ou telle chose. Enfin bon, bref. D'ailleurs, j'en profite pour dire, rappelez-vous cette fameuse lettre du corbeau après le dîner choucroute. Tous les spécialistes se mettent d'accord pour dire à ce dîner choucroute, visiblement, soit le corbeau y était, soit tout lui a été expliqué en détail. Bon, à nouveau, qui était au repas choucroute? C'est simple. Jackie et sa femme, Monique et Albert, Christine et Jean-Marie. Il n'y a pas 10 millions de personnes. Hein. C'était ça le dîner choucroute. Bon. Alors, il faut procéder par élimination. Albert, moitié gaga, sait pas bien parler. Bref, c'est pas lui. Monique, plein d'appels du corbeau visaient à la salir, elle et son mari, donc peut pas être elle. Reste Jackie, sa femme, Jean-Marie et sa femme. Et puis voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut travailler sur les choses connues, les choses évidentes, parce que beaucoup de gens se lancent dans des trucs hasardeux. Oui, mais Madame Clandon était avec son amant, ils ont vu une voiture verte. Oui, mais les vaches, c'était à quart au lieu d'être à 5 heures. Bon, on se perd dans des détails. Je l'ai souvent dit, cette affaire, quand on se perd dans les détails, malheureusement, on va dans des impasses. Donc, il faut rester dans les clous et dans les choses connues. Alors, il y a quand même 2 points, j'en ai souvent parlé, mais je vais revenir dessus. Il y a quand même 2 points qui sont balayés d'un revers de la main d'une façon outrageuse, selon moi. C'est les graphologues, les 7 graphologues, des experts, pas des gens qui sont autoproclamés graphologues ou spécialistes du foulage, comme au début de l'affaire, des vrais spécialistes mandatés par la justice. Ils ont été 7 à dire Christine. Et un des graphologues, il dit dans une interview, il dit, écoutez, nous, la voie de la facilité, c'était de dire, c'est Bernard. On aurait eu la paix, il était déjà incarcéré. Mais nous sommes tous arrivés à la conclusion qu'il y avait des éléments incontournables qui faisaient que pour nous, c'était Christine qui a écrit cette lettre de pauvre con, etc. La lettre de revendication. 7. Aujourd'hui, on tourne ça en dérision. Ouais, mais bon, la graphologie, c'est pas une science fiable. Bref, elle a eu un non-lieu, laissez tomber, etc. Bon. Suivi de, ou je dirais en plus, les 4 filles de la Poste.
Alors là, on dit, oui, mais c'est des collègues qui s'entendaient pas avec Christine, c'est normal. Comment c'est normal? Attends, doucement. D'abord, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est quatre. Quatre qui disent la même chose. À ça, on répond d'une manière stupide. C'est ça qui ça me rend fou, la stupidité. On dit, oui, mais non, c'est pas le mardi qu'ils l'ont vu, c'est le lundi, parce que d'ailleurs, il y a la preuve qu'elle a envoyé un bon pour un truc d'achat à distance, pour un pull ou je sais pas quoi. Donc c'était le lundi, c'était pas mardi. Mais enfin, bande de stupides. Elle peut avoir été à la poste le lundi et le mardi. Pas parce qu'elle a été lundi qu'elle n'a pas été le mardi. Et une des filles de la poste dit un argument qui pour moi est quand même assez lourd. Elle dit, je sais que c'était le mardi parce que tous les mardis, je vais manger chez ma sœur. Et ma sœur habite en face de la poste. T'en as une qui dit qu'elle l'a vu faire demi-tour à la poste. T'as l'autre qui dit, je l'ai vu mettre une lettre dans la boîte. Enfin bref. Elles sont quatre à affirmer ça. Alors on me dit, oui, mais c'était des ennemis de Christine au travail. Bon, doucement les gars. On peut ne pas s'entendre au boulot, être en froid avec quelqu'un, mais de là à faire un faux témoignage pour meurtre d'enfant, c'est autre chose. On prend des risques, hein. C'est dangereux, les faux témoignages. Faut faire attention. C'est pas une simple dispute de collègues de travail, donc on invente ça. En plus, elles sont à quatre. De nouveau, c'est incroyable, en fait. Avec quelle désinvolture, en fait, on évacue tout ça, quoi. Les graphologues, les filles de la poste. Bref. Donc, il y a autre chose. C'est stupéfiant. Stupéfiant. Il y a autre chose qu'on prend comme un fait accompli. Le petit Grégory, d'ailleurs, c'est la couverture de la bande dessinée de Jean-Marie. Le petit jouait devant un tas de gravier avec des voitures, avec son bonnet et une pomme. Ah, et c'est qui atteste de ça? Qui a vu le petit devant le tas de gravier occupé à jouer? On peut me répondre à ça. Il n'y a personne qui l'a vu. Il n'y a personne qui l'a vu. Il y a M. Collin qui montait avec son dalmatien, qui d'habitude, le petit court vers lui pour jouer avec le chien. Il a vu ni Grégory, ni la voiture. Et t'as tout le monde qui répète en chœur, au point qu'on en fait la couverture de la bande dessinée, le petit Grégory jouait devant le tas de gravier. Et il a été kidnappé là. C'est quand même incroyable. Moi, des fois, je me dis dans quel monde je vis, en fait. Est-ce que je suis entouré de gens normaux? Je me dis, ou alors c'est moi qui suis fou. Mais j'ai ça tout le temps, hein. C'est pas que dans l'affaire Grégory, c'est en général. J'ai l'impression, soit d'être au milieu des fous, soit d'être fou. C'est pas. Alors c'est troublant parce qu'on dit, oh, mais attends, c'est un peu narcissique, quoi. C'est pas normal. Et pourtant, ce que je viens de vous dire là, tu as tout le monde, Sesma, machin, tu as tout le monde qui répète ça. Le petit jouait devant le tas de gravier, devant le pavillon. Alors qu'il n'y a personne qui l'a vu. C'est quand même incroyable, quoi. Il faut quand même pas être un docteur en sciences universitaires, avoir fait des doctorats, pour comprendre que c'est grave et dangereux de dire ça quand on n'a aucune preuve de ça. Rien. Rien, 0 plus 0. On n'est même pas sûr que cet enfant est repassé par le pavillon après l'école. Personne. Il n'y a que Christine qui dit « J'étais chez moi, avec les volets fermés, avec la radio à fond, occupée à repasser pendant que le petit jouait devant le tas de gravier avec sa voiture. » Et on en fait une vérité indiscutable. Moi, c'est ça qui passe pas dans ma tête. Et c'est pour ça que je parle et je reparle de cette affaire, en fait. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas accepter cette dictature mentale qui est manifestement fausse, qui n'est étayée par rien. Comme la lettre dans le volet, comme la vitre cassée, étayée par rien. Est-ce qu'on a retrouvé une goutte de sang
du gars qui a cassé la vitre et on a fait un test ADN, on voit qui c'est. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part Christine qui dit « J'ai entendu un bruit de vitre cassée, j'ai vu quelqu'un s'en courir ». Non. C'est insupportable, vous comprenez? C'est une insulte à l'intelligence, tout ça. C'est grave parce qu'il y a des morts. Il y a plein de morts. Grégory, Laroche, le deuxième mari de Marie-Ange suicidé, Jackie et Michel, cancer foudroyant. Il y a plein de morts. Muriel Boll, vie détruite, boulimique, obèse. Il y a plein de dégâts. Sébastien qui erre dans les rues de Bruyères d'un café à l'autre tout le temps sous. C'est une histoire grave. Et tout le monde est là, on fait des sentiments. Attention, pas touche à Christine. Le petit jouait sur le tas de gravier. Et tout le monde doit dire amen, c'est la dictature, tu vois. Et tant pis pour les dégâts. Marie-Ange, veuve, ah ouais, la veuve joyeuse. Enfin, c'est révoltant. Mais bon, bref. Je ne vais pas m'égarer. Donc, je disais, il est facile de comprendre que Christine est malheureuse. Elle est dans un burn-out. Il y a trop de choses qui ne lui vont pas. Je ne parle même pas de l'affaire dont, je ne sais plus, Lambert, je crois, a parlé dans le dossier, du steak qui a été raté, que Christine s'est pris une gifle de son mari, etc. Bref, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, tout ça ensemble, plus la réceptionniste de là où travaillait Jean-Marie, qui était plutôt avenante, un peu de jalousie, enfin, tout ça mélangé, il est facile de se dire, cette femme, elle était malheureuse. Cette femme, elle voulait se casser de là, à tout prix. D'ailleurs, très vite, après l'incident, le crime, on a parlé de vendre le pavillon et de partir. Très vite. Il y a des journalistes qui disent, bon, vous avez mis le pavillon en vente. Oui, dès qu'on a le coupable, on part vivre ailleurs, recommencer tout à zéro, etc. C'est-à-dire que cette affaire, ce crime, a mené à l'objectif. Ils se sont retrouvés dans le sud, en périphérie de Paris, à avoir 3 autres enfants et à ne plus jamais foutre les pieds, sauf pour l'enterrement de Monique, Jean-Marie est revenu, plus jamais foutre les pieds à l'Épanche, loin de ces gens, et à travailler. Christine travaille dans une maison d'édition, elle allait au travail en RER, voilà, une vie moderne, au milieu des gens modernes, etc. Loin des ouvriers, de l'alcool, des incestes, des handicapés mentaux, etc. Mais les gens, ça leur fait pas tilt, en fait. Bernard, après qu'il a fait 3 mois de prison, il est revenu dans sa maison, il a repris son travail, et il voulait rester là. Alors qu'il avait des menaces de mort sur lui. Et il en est mort. Donc, sous-jacent à tout ça, il faut comprendre qu'il y avait la volonté chez Christine de quitter la région. Loin de ces gens, de tout ça. Mais le problème, c'est que son mari a pris racine. Il a acheté un pavillon à crédit, il travaille, il est ambitieux, il la pousse à travailler. Quand Michel vient en visite chez eux, ils en jettent, le salon en cuir, machin. Elle ne sait pas comment s'en sortir de là. Alors elle a essayé, les appels, les lettres, pour un peu dresser la famille les uns contre les autres, et dire que c'était plus vivable, que c'était dangereux, qu'il y avait des menaces de corbeaux. Elle a essayé gentiment. Et comme ça ne marchait pas, à un moment donné, au bout d'1 an et demi de silence, des lettres et des appels, on est passé à autre chose. Tout ça, moi, j'en suis convaincu. Maintenant, le problème, c'est la suite. Il y a quand même dans cette affaire... C'est pour ça, je crois que Lambert, il a dit, apostrophe, c'est un coup de folie. Ça n'appartient pas à la justice des hommes, etc. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un, en fait, qui a perdu complètement les pédales. Pourquoi? Je m'explique. Et pourquoi je ne crois pas à la thèse de la vengeance, et jalousie, et Jacqueline, et Marcel, et compagnie. Bon. En fait, la personne qui a commis ce crime,
elle a été mettre une lettre à l'éponge en plein jour devant tout le monde dans la boîte aux lettres. Plus, elle est allée en plein jour déposer le corps de l'enfant, ficelé, emballé, empaqueté, à Docelles, à l'heure des sorties de bureau, en plein jour. Plus, en plus, cette personne s'est rendue au chalet, au pavillon, en plein jour, devant tout le monde, pour kidnapper l'enfant. Donc en fait, si vous faites la somme de ça, la lettre à la poste en plein jour, le pavillon en plein jour, Docelles en plein jour, vous n'avez pas affaire à un criminel organisé saint d'esprit, qui se serait pris autrement. À commencer par exemple, enterrer l'enfant dans la forêt, la nuit, et il n'aurait pas fait un appel à Michel pour dire le petit est dans la Vologne, machin, etc. Tout ça, ça tient pas debout, en fait, vous voyez. Ça tient pas debout. Ça discrédite la thèse, en fait, de la vengeance organisée, en plus en groupe. Bernard, avec Marcel et Jacqueline, tout est bien organisé. Je sais pas comment des gens sains d'esprit, en fait, peuvent gober ça, en fait. Ça, je comprends pas. Des gens qui ont un travail, qui ont leur vie, qui ont leurs enfants, ils vont aller en plein jour, devant tout le monde, et il y a plein de reconstitutions qui sont sur le net, poster une lettre à l'éponge, devant tout le monde qui passe en voiture. La preuve, les filles de la poste, elles étaient là. Donc, surtout que c'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire de mettre une lettre. Tu pouvais poster une lettre de revendication le lendemain, d'un bureau de poste lointain, loin des lieux de l'enlèvement. C'est tellement... Enfin, je ne vais pas faire le gars qui est outré sans arrêt, mais bon. C'est tellement évident, vous comprenez. Plus, pourquoi tu vas prendre le risque stupide de jeter un enfant avec une grosse veste bleue et un bonnet devant tout le monde à la caserne des pompiers de Docelles, alors que tu peux t'en débarrasser discrètement dans un bois? C'est de la folie. Ce ne sont pas des gens sains d'esprit qui ont fait ça. C'est des gens qui ont agi sur un coup de folie. C'est pour ça que Lambert, il parle d'un coup de folie. Il a raison. Cet acte est un coup de folie. Les nœuds, c'est un coup de folie. Les nœuds, rien que les nœuds, prenons juste l'histoire des cordes, juste ça, juste prenons ça. Ça n'a aucun sens qu'un criminel ou quelqu'un qui veut se venger fasse ça. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, dans ces milieux-là, quand on veut se venger, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bagarres, on s'insulte, on se crève les pneus, je sais pas, on tire en l'air, on met le feu à la maison, à la limite. Mais on ne prend pas un petit enfant qu'on va ficeler, empaqueter et jeter devant tout le monde à Docelles à l'heure des sorties de bureau. C'est pas sociologiquement logique. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que des gens partent du postulat que tout ça est... Il n'y a pas de souci, en fait, tu vois. Oui, Bernard, il a remonté la rue des Champs en plein jour. Il a trouvé Grégory, sa mère n'était pas là, les vaches n'étaient pas là. Il a eu de la chance, puis il est redescendu avec l'enfant, puis il est allé à Docelles. Et là, il a remis à des gens qui l'ont empaqueté, qui l'ont jeté à l'eau. Ça veut dire que les gens qui attendent, là, soi-disant Jacqueline et Marcel, tout le temps qu'ils attendent que Bernard amène le paquet, t'as plein de gens qui peuvent les voir, là. Qui peuvent voir leur voiture. Plus qu'ils les voient au moment où ils jettent. Vous savez, il suffit de quelqu'un qui arrose ses plantes à la fenêtre. Et puis on dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font ces gens? C'est quoi qu'ils ont en main? Ils jettent un sac poubelle? Mais non, c'est pas un sac poubelle, je vois un bonnet. Et c'est fini, tout tombe à l'eau. Et les gens vont dire, oui, j'ai vu un homme et sa femme dans une voiture rouge. Et c'est terminé, on les arrête. Et l'impression que j'ai eue, c'est que Jacqueline, c'est tout sauf une personne stupide. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors où tu vas en venir? Bon. Moi, mon problème dans cette affaire, qui fait que je ne peux pas arriver comme ça avec un, un dossier ficelé, empaqueté, prêt à l'emploi, euh, c'est qu'il y a des choses en fait qui bloquent, ce qui, enfin qui bloquent, qui entravent mon intuition. C'est-à-dire ce témoignage fou de Muriel. Pourquoi? Qui lui a dit de dire ça? Pourquoi elle a donné tous ces détails? Elle aurait pu dire, je sais pas, on s'arrêtait dans un endroit. Bon, elle n'était pas obligée. Elle aurait pu dire, je me suis endormi dans la voiture, je ne sais pas quoi. Enfin, elle a vraiment tout dit, si elle l'a dit. Hein, elle a vraiment tout dit pour en fait dire, enfin, ça n'a pas de sens, vous comprenez? Ça n'a déjà pas de sens de penser que Bernard va organiser un kidnapping et un meurtre en s'encombrant de son fils et de la sœur de sa femme. Déjà, ça n'a pas de sens. Si vraiment tu planifies de faire ça, tu mets ton fils avec ta belle-sœur chez ta tante, et puis tu pars faire tes petites affaires tout seul. Ça n'a pas de sens, s'encombrer. Vous imaginez? Sébastien est dans la voiture, Muriel est dans la voiture, tout le monde peut les voir, c'est la seule rousse de la région. C'est tout sauf discret, quoi, vous comprenez? C'est stupide. C'est stupide, stupide, stupide. C'est fou. Par contre, l'unique cas où je n'écarte pas une participation de Bernard, c'est s'il a été pris dans un chantage. C'est si on lui a dit, si tu ne m'aides pas à faire ça, je dirai ça à ta femme. Peut-être dans ce cas-là. Je sais pas. J'ai pas réponse à tout. Mais en tout cas, quand on met tout ça ensemble, je vous demande d'y réfléchir, hein, sérieusement. Enfin, je sais que tout le monde a été lobotomisé par tous les reportages, SSMA, et comment il s'appelle, Jean Kerr. Enfin, Jean Kerr qui est aussi un menteur pathologique, quoi. J'ai été chez Bernard, j'ai bu un bol de café, je lui ai montré là, le truc, enfin, laisse tomber. De nouveau des trucs, aucune preuve, rien, enfin. C'est pénible en fait. C'est ça le problème. Hein. Cette enquête, elle est parasitée par des gens qui mettent des doutes dans des trucs où tu ne sais pas prouver. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'en tenir à ce qu'on sait. L'enfant a été jeté en plein jour à Dossel avant 17h30. Ça c'est sûr, d'accord? L'enfant a terminé l'école à 16h30. Ça c'est sûr. L'enfant était chez la nounou jusqu'à 16h50. Ça, c'est sûr. Les voisins ont vu jouer en bas avec d'autres enfants. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Un autre exemple. Que tout le monde planque comme ça. Tout le monde répète, en fait. C'est odieux, en fait. À 17h20, ne trouvant pas l'enfant autour de chez elle, Christine a pris sa voiture. Elle a tourné dans la région. Elle est passée chez la nounou, puis elle a tourné, on ne sait pas trop où elle est allée en fait. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça tout le temps en fait. C'est comme ça tout le temps. Et un autre truc, et tout le monde, de nouveau, ne remet pas ça en doute parce que c'est le saint Jean-Marie qui l'a dit. Jean-Marie dit, mon travail était tout près de chez les Jacquel, donc la famille de la femme de Jackie. Mais quand j'ai appris que mon enfant a été kidnappé, j'ai pensé à eux, et plutôt qu'y aller directement, qui était à 5 minutes de voiture, de mon travail, je suis retourné chez moi. Arrivé chez moi, je n'ai parlé à personne. J'ai pris ma carabine et je suis reparti vers chez les Jacquel, ça m'a pris 32 minutes. Ton enfant est kidnappé, il y a urgence. Tu repasses par chez toi chercher un fusil, pour en plus, une fois arrivé sur place, dire... j'ai vu une 4L, je pensais qu'il y avait les flics, je suis pas rentré. Oh mais non, non. Alors là, pourquoi Jean-Marie ment, je ne sais pas. Pourquoi il ment, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ment. Parce qu'il ment, là. Il ment. Il ment. S'il écoute cet audio, il doit savoir qu'il y a des gens intelligents qui savent qu'il ment. Si tu as peur pour ton fils, et on vient de t'annoncer qu'il est kidnappé,
et tu es à 5 minutes de chez les Jaquel, tu fonds chez les Jaquel. Et tu te bats avec tes poings s'il faut. Tu ne retournes pas chez toi 18 minutes prendre une carabine, tu ne parles à personne, tu ne demandes rien, tu ne demandes pas de compte-rendu, et tu repars pour une fois arriver sur place après 32 minutes, dire j'ai vu des 4L, bon, je crois qu'il y avait des flics, je ne suis pas rentré. Un mec qui cherche son enfant, il va là-bas, il casse les portes, je sais qu'il est ici, montrez-le-moi, je vous fais la peau. Il ne commence pas à dire je vais chercher mon fusil, puis finalement, si je crois voir des policiers, je rentre pas. Comment tu rentres pas? Raison de plus, il y a des policiers pour y aller, dire qu'est-ce qui se passe? Il est ici, mon fils, vous l'avez retrouvé? La police, oui, j'ai des suspicions sur Jaquel, je crois que c'est eux qui me faisaient le corbeau. Tu vas pas retourner. Enfin bref, c'est ça qui m'énerve en fait. Tu vois. Et les gens, vous allez voir dans les commentaires. Hein. Mais non, comment te permets-tu de salir les parents? Parce qu'il y a des mensonges. Je ne peux pas accepter des mensonges sous prétexte qu'on est parent d'un enfant qui a été tué. Ça ne fait pas deux dessins. Ça ne fait pas deux dessins. C'est des êtres humains avec des faiblesses, avec des mensonges, avec des défauts. C'est comme ça, c'est des êtres humains. Et chaque fois avec les gens, en fait, quand quelqu'un, on le voit comme une victime, on veut en faire un saint. Non. Ici, je dis, j'affirme, je persiste et je signe. La lettre dans le volet, c'est un mensonge. La vitre cassée où on voit un bras et une personne qui s'encourt, c'est un mensonge. La carabine au pavillon et puis ne pas rentrer parce qu'on voit qu'il y a des 4L, c'est un mensonge. Il y a plein de mensonges. Il y a plein de mensonges. Et je pense que l'appel chez Michel, ça m'a l'air bizarre aussi. Mais bon, qu'est-ce que je dise? Alors le problème, c'est comme tout le monde ment. À commencer par les parents, on s'y retrouve plus en fait. Muriel, j'ai dit, j'ai pas dit, je retire, mais un truc. Et puis c'est quoi tous ces gens qui mentent en fait? Et ils mentent pourquoi? C'est ça que j'aimerais savoir. Pourquoi est-ce qu'ils mentent? Pourquoi ils mentent? Pourquoi Christine ne dit jamais la vérité? J'étais mal à l'éponge. J'aimais pas ma vie. J'aimais pas la famille de Jean-Marie. J'aimais pas aller au travail. Je voulais rester chez moi, être une femme au foyer. J'aimais pas mes collègues de travail. J'étais jalouse de la réceptionniste de l'entreprise de Jean-Marie. J'ai joué aussi au corbeau comme les autres. Les filles de la poste n'ont pas menti. Pourquoi? Mentir, 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 mentir. Il y a des morts, je répète qu'il y a des morts. Il y a plein de morts, il y a des vies détruites. Tout le monde s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est ma réputation. Qu'est-ce que mes enfants vont penser de moi? Ne pas aller en prison. Et pour ça, on précipite toute une région dans le malheur. Et ce qui est le plus triste pour moi, parce que honnêtement, je pense qu'il n'a rien à voir, je pense, après j'ai peur de le dire, mais c'est de voir Jean-Marie en fait. Jean-Marie ne comprend pas. Jean-Marie est aveuglé, Jean-Marie... On a été jusqu'à lui signer un chèque pour qu'elle aille acheter un fusil pour tuer Bernard. Il ne se rend pas compte qu'elle a été manipulée, comme un pantin, jusqu'à aujourd'hui. Comment il a réagi quand les graphologues ont dit, c'est Christine? Ah, mais si on commence à dire ça, alors moi, je ne crois plus en rien. C'est-à-dire que lui aussi, il est dans la sacralité de sa femme. C'est la Vierge réincarnée. C'est une sainte. Je n'ai pas dit qu'elle est coupable. J'ai dit que quand on a perdu un enfant et qu'on veut vraiment trouver la vérité, on doit être ouvert à toutes les possibilités et réfléchir avec logique. Qui a vu la personne mettre la lettre dans le volet? Qui a vu la vitre cassée et s'enfuir dans la nuit? Qui a vu le petit Grégory jouer devant le gravier? Qui? Personne. Personne. Qui était au dîner choucroute? Qui était là? Au final, il y avait qui? C'est quand même simple de réfléchir dans la vie. Et on se retrouve devant une montagne de gens qui ne réfléchissent pas, qui sont dans le parti pris, Jean Kerr, Sesma, machin, truc. Et quand des gens se permettent de réfléchir, Marguerite Duras, Bézina, Corazzi,
Ah, misogyne. Ah, des fous. Ah, des gens payés. Francs-maçons. Tout est bon, en fait. Parti pris. Alors qu'en fait, à nouveau, cette histoire-là, voyons la réalité en face. Sesma est un jeune gendarme inexpérimenté. C'est sa première grande affaire. Comme le juge Lambert, c'est son premier grand dossier. Pas l'habitude. Corazzi, de la PJ de Nancy, vieux routier, habitué aux affaires, pas de tabou, suit son flair. C'est pas, tout le monde n'est pas dans un pied d'égalité dans cette affaire. Bézina, c'est un journaliste qui a couvert plein d'histoires. Il est sur le terrain depuis longtemps avec sa femme. Il sait comment ça fonctionne, la machine. Et à côté de ça, tu as des gens, en fait, comme ça, naïfs, illuminés, le juge Simon, des gens béats, comme ça, bêtement, qui s'arrêtent aux apparences. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes audios, j'ai rien contre Christine. Enfin, rien, je la connais pas, je m'en fous, je sais pas. Bon, après, j'ai vu quelques photos sur Facebook où elle montre un peu des livres qu'elle lit, c'est un peu bizarre, enfin bon, soit. Mais moi, à un moment donné, je vois les faits avec du recul. Et ça se comprend que cette femme était malheureuse de vivre là, dans ces conditions-là. Elle n'était pas du tout excitée ou enjouée à l'idée d'avoir un pavillon, de payer pendant 7 ans des dettes où il fallait travailler avec des collègues, des horaires, courir chercher l'enfant, aller bouffer chez les Villemains tous les dimanches, entendre des histoires à la con, avec des gens qui se disputent sur des vieilles histoires. Elle souffrait là. Elle souffrait. Autre chose qu'on sait, 15 jours avant le drame, Grégory était malade. Il était dans la famille de sa mère à Bruyères. Ce mardi-là, c'était un des premiers jours qu'il reprenait une vie normale. Il retournait à l'école après avoir été malade. C'est surtout des faits troublants, en fait. Je veux dire, ça veut dire que bon, la personne qui a fait ça s'est peut-être retrouvée seule 1 à 2 semaines sans l'enfant et a réfléchi. Tiens, ce serait comment la vie sans l'enfant? On est sans l'enfant, quoi. Je dis pas que c'est vrai. Je dis que c'est au moins des pistes qu'on doit évoquer quand on veut un dossier complet. Tiens, les 2 semaines sans l'enfant, comment l'a vécu Christine et son mari? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Qu'est-ce qu'elle a pu en tirer comme conclusion? Qu'est-ce qui a pu tilter dans sa tête? Je sais pas. Mais tout ça, on évacue, en fait. On évacue. Et on répète quoi? Muriel. Il faut savoir, Jean-Marie a tué Bernard sur la base du témoignage de Muriel. Tout repose sur Muriel. Une gamine de 14-15 ans, complètement écervelée, qui ricane devant les journalistes, qui ment très mal, qui est complètement garçon manqué, enfin en tout cas à l'époque. Et voilà, on se bat sur cette rouquine qui raconte des histoires, vraies, fausses, à moitié vraies, à moitié fausses. Une fille de 14-15 ans qui parle sans avocat, sans quelqu'un de majeur à côté d'elle. Et ça devient, pour le coup, parole d'évangile. Le témoignage de Muriel. Ça a été jusqu'à un meurtre. Et le reste, en fait, le gravier, la vitre cassée, la lettre dans le volet, la lettre postée à la poste en plein jour, Dossel, le corps. Ouais, c'est banal, en fait. Tous les jours, vous saviez pas? Tous les jours, il y a des enfants ficelés comme ça avec des nœuds qu'on jette en plein jour devant tout le monde dans une rivière. C'est très banal, vous saviez pas? Ah ben je vous en informe. C'est courant. C'est courant que quand on tue un enfant, on l'expose comme ça devant tout le monde en plein jour, et on poste une lettre à la poste devant tout le monde, on téléphone pour dire il est dans la Vologne. Ah ouais, c'est connu, c'est monnaie courante. C'est ce qu'on veut nous faire croire en fait. Oui, alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Après, ça, c'est le squelette de l'affaire. Maintenant, le problème, c'est que quand on rentre dans les détails techniques, ça se complique. Les chronométrages, les machins, les trucs.
Moi, moi les détails, je laisse ça à d'autres, en fait. Ça m'intéresse pas plus que ça, parce qu'en fait, où est-ce que le corps a exactement été jeté? À la caverne des pompiers, à la caserne des pompiers, un peu avant, un peu plus loin. Le corps, par chance, a dérivé, alors qu'il aurait dû rester bloqué plus tôt. On sait pas, en fait. On sait pas, on sait rien. On n'en sait rien. Pourquoi Clandon ouvre les vaches à quart au lieu de 5 heures? Bah, on sait pas. On sait pas, on nous raconte des histoires, elle a que son amant, mais en même temps il y a son mari, les carottes, enfin, des trucs inintéressants en fait, improuvables. Donc ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la structure de l'histoire, la position mentale des protagonistes. Euh, la phrase de Corazzi, dernier témoin, premier suspect. La logique. C'est de nouveau de la logique en fait. Corazzi, il dit beaucoup de choses de bon sens, hein. C'est ça le problème. Bah oui, la dernière personne qui était avec une personne, bah, c'est la première à être suspectée. C'est normal. C'est logique. C'est un peu comme si vous dites je sors d'un dîner avec ma femme en voiture, tout le monde me voit quitter en voiture avec elle, et puis je dis bah, je me suis arrêté sur le bord de la route parce que je devais acheter un truc dans un magasin de nuit, et puis quand je suis revenu, ma femme avait disparu de la voiture. Les gens, qu'est-ce que c'est leur première pensée? Ouais, ça peut être lui, et puis il dit qu'elle a disparu, mais en fait c'est lui qui l'a fait disparaître. La dernière personne qui l'a vu, c'est lui en fait. Personne d'autre a vu sa femme. Vous voyez, c'est atroce quoi. C'est atroce que je doive dire ça. Et c'est atroce de traîner dans la boue les gens qui disent ça. Ouais, Corazzi, ringard, misogyne, truc, machin, bon. Après, le gars n'est pas parfait, je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Sur Netflix, il a un peu dérapé dans ses mots, t'es déplacé, mais enfin bon, soit. Il n'a pas dit que ça, il a dit d'autres choses. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas avec les complicités de qui, je ne sais pas pourquoi tout le monde ment, j'ai pas de réponse à ça. L'histoire de Jean-Marie avec sa carabine, je ne sais pas pourquoi il ment, je ne sais pas. Je ne vais pas émettre des hypothèses, et moi aussi commencer à rajouter de hasardeux dans l'hasardeux. Mais je sais qu'il ment, parce que je sais que c'est pas logique. Villemain, Jean-Marie est un gars qui a le sang chaud. La logique absolue, c'est que dès qu'il a appris que l'enfant était kidnappé, son premier réflexe, si on suit sa nature, il fonce en voiture chez les Jacquel, à main nue, où il prend un marteau, un couteau, enfin peu importe, au travail. Ah ben non, il rentre chez lui, prend une carabine, il repart chez les Jacquel, pour là-bas ne pas rentrer. Je crois pas, j'y crois pas, désolé, hein. J'y crois pas. Pourquoi ce mensonge? Je ne sais pas. Toutes les pistes sont ouvertes. Ça, je vous laisse faire des hypothèses. Moi, franchement, j'en ai pas. Hein. C'est pas que je cache ou je n'en ai pas. Mais voilà, donc je voulais expliquer que c'est pas une histoire de misogynie, c'est pas une histoire d'être du fan club de Bézina. J'essaye d'être dans l'hyper-réalisme, de voir la réalité en face, sur des éléments factuels, pas sur des trucs... oui, mais est-ce que les gendarmes, ils ont influencé Muriel ou pas? Est-ce qu'ils ont rajouté des trucs ou pas? J'en sais rien, j'étais pas là, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc factuel, en fait. Peut-être à moitié vrai, peut-être à moitié faux, truc. Après, la logique, oui, Sesma est un jeune gendarme. Toute la gendarmerie de l'Épange n'est pas habituée à tout ça. De Bruyères n'est pas habituée à ces dossiers. Ce sont des petits trucs, des vols, des larcins. Ils ne sont pas habitués à des histoires avec des journalistes, tout ça. Ils ont été complètement dépassés, en fait. Lambert, même chose. Par contre, Bézina, Corazzi, l'avocat de Marie-Ange Welzer, ce sont des vieux routiers, des gens qui ont un certain niveau intellectuel, qui ont un certain niveau de perspicacité et d'expérience. Donc voilà, tout le monde n'est pas égaux. C'est comme ça. Et malheureusement, tous les gens expérimentés, un peu intelligents, ont été traités de tous les noms. Et tous les hurluberlus ébahis devant Christine et qui racontent des bêtises ont été pris, ils font des livres, ils vont à la télé tout le temps. Ils débitent leurs histoires, oui, parce qu'il y avait la lettre du Corbeau et Muriel et Bernard Laroche. Bon. Alors les gens, ils bouffent la soupe.
Et ils oublient en fait les choses rudimentaires, la logique simple. C'est terrible. Donc voilà, je voulais un petit peu faire cet audio parce que je voulais au moins pas que les gens disent c'est Christine, parce que ça on n'en sait rien, parce qu'il y a plein de zones d'ombre. Le témoignage de Muriel, pourquoi Jean-Marie ment, Docelle, pourquoi la journée, les nœuds, bon, tout ça est un peu nébuleux. Mais moi je fais partie des gens qui n'évacuent pas les graphologues, experts, pas les graphologues du début, hein. Les graphologues experts, 7. Pas 1, pas 2, pas 3, 7. Les 4 filles de la Poste, pas 1, pas 2, pas 3, 4. On s'est contenté de dire, elles se sont trompées, elles l'ont vu le lundi. Boum, fini. Et l'autre te dit, mais non, parce que moi je vais manger chez ma sœur tous les mardis. Pas les lundis, je vais tous les mardis manger chez ma sœur. Donc, vérifie. Vérifie. Est-ce que c'est vrai que cette fille de la Poste, tous les mardis, va manger chez sa sœur? Parce que si c'est avéré, ça veut dire qu'elle n'a pas menti. Ah ben non. Moi, je vous conseille de voir, si vous regardez les reportages sur YouTube, vous allez voir que les graphologues et la fille de la Poste, et la vitre cassée, la lettre dans le volet, tout ça, c'est à peine mentionné, en fait. Les 3 quarts du temps est pris par Muriel et Bernard. Ah, Bernard, en prison, il dormait bien. Ah, Bernard, il réalisait pas ce qui se passait. Ah, Bernard, il avait l'air ceci. Ah, Muriel, machin. Ça, on parle que de ça, en fait. Le reste, le milieu social, comment ça se passait pour Christine dans sa vie de tous les jours, les rêves de chacun, qu'est-ce qui s'est passé après le meurtre, pourquoi ils ont très vite vendu le pavillon pour partir, tout ça, c'est pas intéressant, évacué, en fait. Youpla. Et si tu dis quelque chose, il y a eu un non-lieu, il y a un non-lieu, on parle plus, on pense plus, fini. Parlons de Bernard. Ouais, bon. Excusez-moi, hein, mais tous ceux qui parlent comme ça ne sont pas dignes d'une enquête policière. Ils doivent arrêter, ils doivent lire des romans à l'eau de rose, des histoires d'amour, ils doivent pas lire, ils doivent pas être dans une affaire comme ça où manifestement il y a quelqu'un qui est devenu fou. Manifestement il y a quelqu'un qui a perdu complètement les pédales pour faire tout ça en plein jour. Il y a quelqu'un qui a perdu les pédales. Et on ne perd pas les pédales quand on est un tueur organisé. Soi-disant, ils avaient fait des repérages, ils étaient venus avec des jumelles, surveiller l'école, chronométrer les horaires. Ah oui, tout ça pour finir à Docelle à jeter le paquet devant tout le monde. Ah ben dis donc, en voilà des gens intelligents. Et on boit la soupe. Non, moi je bois pas la soupe. Désolé. Désolé, hein, 1h02. Waouh. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui m'ont écouté jusqu'au bout, j'espère. Je lirai vos commentaires. Évitez, s'il vous plaît, évitez les lieux communs. Oui, mais la mer, s'il vous plaît. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dis, les arguments de ce que je dis. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et Clandon et son amant. Oui, mais Muriel, elle a menti, elle n'a pas de truc. Non, non, les faits. Les faits sûrs, les faits certains. Est-ce que, voilà, retenez ça. Est-ce qu'un tueur organisé s'expose à la Poste, s'expose au pavillon et s'expose à Docelle pour jeter un enfant devant tout le monde? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a aucun sens. Ça a du sens et la personne est dans un burn-out, perd complètement les pédales, est désespérée et agit à tort et à travers et s'en sort par miracle. Pas avoir été vu, pas avoir été reconnu. Bon. Vous connaissez, vous, quelqu'un dans le dossier qui dit j'ai vu une rouquine à Docelle dans une voiture? Vous avez ça, quelque part, dans vos histoires? Moi, j'ai pas, hein. La seule chose qu'on nous parle à Docelle, c'est d'un homme au café avec des longs favoris, parce que Bernard n'avait pas, qui était venu boire une bière, qui est sorti, qui est revenu, bon. Tout ce qu'on a à se mettre sous la dent à Docelle. Hein. Pour le reste, c'est néant, zéro. Rien vu, rien entendu. On n'a vu ni Christine, ni la rouquine, ni Marcel Jacob, ni Jacqueline, rien. On a juste vu un sac bleu à 17h32, du côté du pont, Mme Guyot. Tout ce qu'on sait de Docelle. Rien d'autre. Zéro. C'est gros, hein. C'est gros tout ça. Hein. Ça mérite réflexion. Moi, je vous invite vraiment à repenser cette affaire en le plaçant sous l'angle de la logique pure. C'est très, très important. Très important, l'affaire de Jean-Marie. Il est à 5 minutes de chez les Jacquel. Il n'y va pas directement.
Il rentre chez lui, 18 minutes. Prend sa carabine, il parle à personne. Il ne demande même pas où la retrouver, rien. Il parle pas. Et il repart chez les Jaquel pour dire il y avait des 4L, je ne suis pas rentré. Un père qui cherche son fils, il va faire ça? Vous y croyez, franchement? Franchement. Je vous remercie de m'avoir écouté.